Merci Pierre Cuypers, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va rejoindre Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue et l'actualité est vaste à aborder avec vous. On va commencer par l'Ukraine évidemment. Demain, la guerre en Ukraine entrera dans sa 3e année. C'est une guerre qui est partie pour durer selon vous ? C'est une guerre qui est partie pour durer vraisemblablement de basse intensité. Alors je fais peut-être assaut d'optimisme, de bon matin, mais faute de capacité pénétrante, autrement dit, faute de ce que De Gaulle appelait dans les années 30 des moteurs combattants, faute d'armes offensives, c'est vrai du côté ukrainien, on le voit bien ces derniers mois, mais c'est vrai aussi du côté russe, je crois possible que nous assistions à la poursuite effectivement de cette guerre, mais entre deux nationalismes concurrents, une guerre de réappropriation de ces territoires pour l'Ukraine bien évidemment, mais une guerre de basse intensité sur le terrain qui serait plutôt au fond défensive. Et à la limite, ce serait un peu ce qui s'est produit finalement depuis 2014. Je n'en suis bien évidemment pas sûr, on ne connaît pas l'avenir, mais je pense qu'on peut s'acheminer vers une espèce de pourrissement, voire de gel de ce conflit. Alors c'est pas génial, mais malgré tout, des guerres de basse intensité, en général par définition, font plutôt moins de victimes que bien évidemment des guerres de haute intensité. Mais ça veut dire qu'on va vers un conflit gelé sans vainqueur ni vaincu finalement ? Alors, tout dépend de ce que vous appelez la victoire et la défaite. La défaite stratégique, elle est déjà consommée depuis les premiers jours de la guerre, depuis quasiment 2 ans par Moscou, puisque M. Poutine voulait bien évidemment mettre un fantoche à la place de M. Zelensky et réinvestir au moins politiquement, voire militairement, Kiev et finalement toute l'Ukraine. Bon, ça a été un désastre immédiat. En revanche, sur le plan tactique, c'est-à-dire sur le territoire de l'Est de l'Ukraine aujourd'hui, la victoire, tactiquement, elle est plutôt russe. Pourquoi ? Parce que les Russes disposent d'environ 20% du territoire ukrainien. Alors c'est très très loin des objectifs politico-militaires de M. Poutine il y a 2 ans de cela, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, donc, mais quand même, tactiquement, si aujourd'hui tout s'arrêtait, s'il y avait un cessez-le-feu, auquel je ne crois malheureusement pas aujourd'hui, on pourrait considérer que la défaite russe, elle est stratégique, mais malgré tout, la Russie remporte une victoire tactique sur le terrain. Est-ce qu'on a vu là ces derniers jours des victoires russes, notamment dans la ville d'Avdiivka, qui était présentée comme un succès majeur pour la Russie? Est-ce qu'il faut du coup s'attendre à une accélération de l'offensive russe et d'autres défaites pour l'Ukraine? Ou est-ce que la guerre de basse intensité dont vous nous parlez écarte cette hypothèse? Alors, il y a 2 facteurs décisifs aujourd'hui pour la Russie. Le premier, c'est l'absence d'acheminement de nouvelles armes vers l'Ukraine. Il est bien évident que si les Européens, et a fortiori les Américains, qui depuis plusieurs semaines ne livrent plus rien à cause du blocage républicain, ne fournissent plus à l'Ukraine d'armes et de munitions, il est bien évident qu'on va à la catastrophe pour les Ukrainiens. C'est un truisme. Après, il y a une deuxième condition pour que les Russes puissent remporter de véritables victoires tactiques sur le terrain. Il faut que eux-mêmes puissent démontrer qu'ils sont plus compétents qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, ils avaient été littéralement ridicules. Alors effectivement, on s'aguerrit du côté russe depuis 2 ans, mais de manière très défensive. Regardez à quel point, depuis la contre-offensive victorieuse de l'Ukraine il y a 1 an et demi de cela, les Russes se sont littéralement retranchés, barricadés derrière le large Dniepr, le fleuve, et puis derrière une triple ligne de tranchées. Tout ça, c'est pas offensif, c'est défensif. Vous voyez. Donc moi, je suis pas certain que les Russes aujourd'hui puissent réellement compter sur une véritable grande offensive victorieuse pour le printemps. En revanche, ils peuvent bénéficier, entre guillemets, d'un tassement de l'aide. Quand Volodymyr Zelensky dit qu'il paye justement le manque d'aide du camp occidental, il a raison. Ça se paye sur le terrain. Il a raison. Et d'ailleurs, il demandait déjà depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi même, les moteurs combattants, je citais De Gaulle tout à l'heure, c'est-à-dire en fait des forces pénétrantes à base de divisions blindées, d'une part, et d'autre part, d'escadrilles de chasseurs-bombardiers. Il a eu ni l'un ni l'autre. Alors il est bien évident que ça devient extrêmement difficile lorsque vous touchez au dur de la défense des lignes russes. Est-ce que pour sortir de cette guerre, il va forcément falloir dialoguer avec Vladimir Poutine ? Alors, je vais peut-être décevoir certains de vos téléspectateurs. La réponse est oui. Il n'y a aucune espèce de possibilité de finir une guerre, et même d'ailleurs de trouver un simple cessez-le-feu, sans discuter d'une manière ou d'une autre, alors de manière politique ou militaire, avec l'ennemi. Ce n'est simplement pas possible. Vous savez, je cite souvent le comique français Feu, Pierre Desproges, qui disait « mais en fait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Je pense qu'en géopolitique, c'est exactement le contraire. Il faut pouvoir parler en tout cas à tout le monde, même aux agresseurs,
mais pas de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous discutez avec M. Poutine d'un cessez-le-feu raisonnable et d'un retrait des territoires ukrainiens, évidemment, on peut discuter d'un certain nombre de choses de manière raisonnable. Si vous discutez avec lui de la défaite et de l'abandon de la souveraineté de l'Ukraine, évidemment, c'est strictement impossible et c'est même scandaleux. Bon, vous voyez, donc oui, bien sûr, à terme, de toute façon, avec d'ailleurs Poutine ou pas, il y aura un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. C'est une certitude. Et je peux vous le dire, en vieux géopolitologue que je suis déjà, que de toute façon, ce cessez-le-feu, il sera négocié entre Moscou et Kiev. Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine va forcément devoir abandonner des territoires ? Je le pense. Je crains, mais je le pense, en géopolitologue, que la Crimée est perdue pour l'Ukraine. Alors c'est un territoire un peu particulier, mais enfin n'empêche que les Ukrainiens considèrent que, et en droit international, d'ailleurs la Crimée doit revenir en principe à l'Ukraine, mais je pense que là pour le coup, je peux bien sûr me tromper, mais je pense que c'est une ligne rouge absolue pour la Russie. Et d'autre part, l'Est du Donbass qui a tenté de récupérer l'Ukraine, donc avec les difficultés qu'on a vues il y a un instant, et sachant que l'Ukraine a peu de chance, même si M. Biden est réélu dans quelques mois de cela, a quand même peu de chance d'obtenir ce qu'elle demande réellement en capacité pénétrante. Donc au regard de tout ça, je pense qu'effectivement l'Ukraine devra sans doute malheureusement pour elle abandonner à la fin de la guerre un certain nombre de territoires. Puisque vous parlez de Joe Biden, quand il traite Vladimir Poutine de salopard, ça peut entraîner quelle réaction selon vous ? D'abord, je pense que c'est pas très malin parce que même si c'est pas forcément tout à fait faux. Vous savez, les chefs d'État et de gouvernement s'insultent fréquemment, mais ça fait pas avancer les choses. Mais alors en même temps, je vous rassure, ça les fait pas non plus forcément reculer. Là récemment, le président turc Erdogan a rencontré le maréchal président égyptien El-Sisi. Il l'avait traité de tous les noms d'oiseaux, de criminels, etc. Bon, Bolsonaro traitait absolument la terre entière de tous les noms d'oiseaux, et encore M. Biden récemment, Netanyahou. Bon, écoutez, c'est pas catastrophique. Sauf que en réalité, ça n'apporte rien, parce que le problème n'est pas finalement uniquement aujourd'hui en Russie ou à la tête de la Russie, M. Poutine, c'est le nationalisme russe frappé d'une espèce ou accompagné d'une espèce de virilisme extrêmement fort, anti-ukrainien, qui ne considère pas l'Ukraine et surtout le peuple ukrainien comme des entités légitimes. Bon, et on risque d'avoir finalement, on peut insulter M. Poutine tant qu'on veut, mais Poutine n'est pas éternel, il finira par partir. Mais si à sa suite, vous retrouvez un même chef d'État entretenant les mêmes représentations, la même scénographie nationaliste et anti-ukrainienne, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à insulter aussi ses successeurs. Oui, enfin bon, si ça peut défouler M. Biden, pourquoi pas ? D'ailleurs, M. Poutine le lui rend au centuple. Mais fondamentalement, à la fin des fins, il faudra trouver un arrangement rationnel en dehors des insultes. Vous qui êtes géopolitologue, est-ce qu'aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière dans les années 90, est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine paye le fait d'avoir abandonné ses armes nucléaires en échange de la reconnaissance par la Russie de ses frontières ? Waouh, alors ça c'est une question centrale, même rétrospectivement. Alors je vous dirais oui et non. Oui, parce que aujourd'hui un État doté de l'arme nucléaire ne peut que très difficilement, et en fait ne peut pas, enfin en tout cas empiriquement c'est jamais fait bien évidemment, être attaqué par son voisin, même si celui-ci est plus nucléarisé encore. Bon, donc oui, effectivement, de ce point de vue-là, c'est pas faux. Après, de toute façon, l'Ukraine n'en aurait pas eu les moyens politiques. L'Ukraine en 91, au moment de la chute de l'URSS, c'est quand même du coup un État tout nouveau qui est extraordinairement faible par rapport à Moscou. Et les Occidentaux ont passé un accord avec la Russie. À l'époque, ça se passait plutôt bien. C'était Yeltsin qui était au pouvoir et pendant presque 10 ans, en vertu duquel l'ensemble des républiques, des ex-républiques soviétiques, y compris en Asie centrale, y compris le Grand Kazakhstan, remettaient les armes qui étaient entreposées, les armes stratégiques qui étaient entreposées sur leur sol à Moscou, moyennant quoi elles recevaient des aides à la fois politiques et surtout d'ailleurs financières. Et on gelait en quelque sorte la situation frontalière et tout allait bien se passer. Je résume à outrance, mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Le problème, c'est lorsque un pouvoir ultranationaliste arrive ou revient à Moscou. Donc M. Poutine, arrivé au pouvoir en 99-2000, était plutôt dans de bonnes dispositions du point de vue de ces accords-là pendant 3-4 ans. Ça s'est gâté en 2003-2004 et puis alors depuis, ça n'a cessé de dériver malheureusement. Ça fait une semaine que Alexeï Navalny, l'opposant russe, est mort maintenant. Frédéric Ancel, ça a évidemment donné lieu à un déluge de contestations, de condamnations. Est-ce que la mort d'Alexeï Navalny peut affaiblir Vladimir Poutine ?
Oui, oui, par un faux paradoxe, je pense que ça peut l'affaiblir, absolument, puisque regardez à quel point la couverture médiatique, et d'ailleurs pas seulement en Occident, contrairement à ce que prétendent certains observateurs, d'autres pays aussi sont extrêmement choqués, et un certain nombre de chancelleries et sans doute des pans d'opinion publique des pays du Sud commencent à se demander dans quelle mesure les Européens n'ont pas eu raison de se prémunir contre une avance militaire plus massive de M. Poutine, qui manifestement est extrêmement dangereux quand même. Alors, c'est pas nouveau que des opposants meurent dans des conditions extraordinairement étrange. Et là, en l'occurrence, c'est pas si étrange que ça, malheureusement, des opposants à la Russie, bien évidemment, et pas seulement sur le sol russe. Bon. Mais là, on a affaire à quelque chose et à quelqu'un, effectivement, qui marque une étape sans doute supplémentaire. Donc, je pense que du coup, M. Poutine, comme souvent d'ailleurs les dictatures en fin de course, entretiennent de plus en plus fortement des syndromes de type paranoïde, entretiennent une forme d'extrémisme plus important encore et plus impérialiste encore que celle qu'ils entretenaient peut-être au début de leur magistère. Et malheureusement, je le dis sans aucune espèce de défiance, bien évidemment, avec le peuple russe ou la culture russe, mais le pouvoir russe aujourd'hui à Moscou est, je le disais il y a un instant, est en pleine dérive. Et de ce point de vue-là, il risque finalement, d'un point de vue politique, diplomatique, moral, médiatique, de perdre davantage que ce qu'il perdait, entre guillemets, en maintenant seulement, encore entre guillemets, en prison M. Navalny. Frédéric Ancel, on va parler d'un autre conflit, celui entre Israël et le Hamas. 4 mois et demi maintenant que le Hamas a attaqué Israël. Est-ce que l'objectif de Benyamin Netanyahou d'éradiquer le Hamas et de libérer les otages est encore tenable? Oui, la réponse est oui. Et ça, je vous le dis depuis le 7 octobre, Urbi et Orbi. Je connais un tout petit peu ce conflit et je connais bien les Israéliens. Le pogrom et la nature hallucinante et pogromiste donc de l'attaque du Hamas du 7 octobre a littéralement contraint non seulement l'opinion qui est sidérée mais enragée, l'état-major qui doit se réapproprier absolument une dissuasion, une crédibilité dissuasive en quelque sorte, mais également ce gouvernement, incontestable d'ailleurs, à contraindre donc ces trois pôles, ces trois entités, à la fois l'opinion, l'état-major et le gouvernement, à aller jusqu'au bout. Et moi, je pense que les Israéliens et l'armée israélienne, le gouvernement israélien iront jusqu'au bout de la démilitarisation, de l'écrasement militaire du Hamas. Entendez-moi bien, vous ne pouvez pas anéantir un groupe qui est également religieux, qui fait du social, etc. Mais vous pouvez l'anéantir militairement. Et c'est ce qui se passera à Gaza. Et Benyamin Netanyahou ne s'arrêtera pas tant que militairement le Hamas n'est pas anéanti? Ah non, il ne s'arrêtera pas tant que dans la bande de Gaza, le Hamas disposera encore d'une forme de cohérence militaire, soit par sa balistique, donc avec des missiles, soit par sa capacité terroriste à renvoyer encore des gens en Israël, à assassiner des Israéliens. Tant que cette existence militaire, même fragilisée, même très affaiblie, demeurera, les Israéliens ne s'arrêteront pas. Est-ce que pour vous, la prochaine étape, c'est une intervention terrestre à Rafah? Oui, je le crois, oui. Oui, je pense qu'il y aura une intervention terrestre à Rafah, mais pas de manière massive. Pas de la manière dont ça s'est produit à Gaza, par exemple, dans les premières semaines, avec des bombardements aériens massifs. Là, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas possible. Il y a 1,5 million de civils sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Et puis, vous avez la frontière égyptienne qui reste totalement et absolument et férocement verrouillée derrière. Or, les accords de paix de Camp David de 78 entre Israël, les États-Unis et l'Égypte seraient menacés si des bombes israéliennes tombaient de l'autre côté. Donc, en revanche, ce que les Israéliens font déjà depuis plusieurs semaines, j'allais dire, à bas bruit, c'est d'envoyer des fantassins et de frapper de manière, alors j'aime pas beaucoup ce terme, je le mets entre guillemets, de manière chirurgicale, soit des chefs du Hamas, soit des commandos du Hamas, soit de frapper et d'anéantir des tunnels en espérant par ailleurs récupérer le plus d'otages possible. Mais la communauté internationale alerte sur une intervention à Rafah, la France, même les États-Unis qui soutiennent Israël, ça peut pas freiner Benyamin Netanyahou pour vous? Alors attention, là vous avez deux dimensions dans les guerres modernes, je résume. La première dimension, c'est l'humanitaire. Ça a bien marché en novembre. Effectivement, il y a eu des pressions internationales très fortes, y compris d'ailleurs celle de l'opinion israélienne, qui veut voir les otages revenir et qui déteste Netanyahou à plus de 80% des citoyens israéliens dans les dernières enquêtes d'opinion. Donc ça, c'est la dimension humanitaire. Ça peut marcher. Je pense que ça marchera encore. Mais attention, la dimension fondamentale, principale dans les guerres, c'est la dimension politique. C'est-à-dire oui ou non un cessez-le-feu définitif. Et ça, pour le coup, le gouvernement israélien, au jour d'aujourd'hui, n'en veut pas parce qu'il n'a pas encore assuré sa victoire. Et je note que les États-Unis n'ont absolument jamais, depuis le 7 octobre dernier, imposé à Israël un cessez-le-feu, mais au sens fort juridique, politique et militaire du terme. Et j'ajoute un point important, c'est vrai aussi d'une grande partie des États de l'Union européenne et d'un certain nombre d'États dans le monde qui demandent à Israël une trêve ou une pause, ou un cessez-le-feu, mais attention, de nature
humanitaire, comme ça s'est produit en novembre, mais pas un cessez-le-feu, j'allais dire politico-militaire au sens le plus dur du terme. Ça, je pense qu'il n'interviendra pas avant la victoire militaire d'Israël définitive. Est-ce que les États-Unis soutiennent toujours Israël les yeux fermés ou est-ce qu'il commence à y avoir des divergences de vues et est-ce que la campagne présidentielle qui s'ouvre peut un petit peu changer la nature du soutien des États-Unis envers Israël ? Alors, il y a des divergences de vues sur le jour d'après. Il est bien évident que les États-Unis souhaitent la solution des deux États. Le monde entier, quasiment le monde entier, souhaite la solution des deux États. D'ailleurs, une partie des Israéliens aussi, et bien évidemment les Palestiniens, en tout cas pour la majorité d'entre eux. Le gouvernement de Netanyahou, pas du tout. Mais ce gouvernement, il est extrêmement discrédité. Je travaille depuis très longtemps sur ce conflit. Je peux vous dire que depuis la création d'Israël en 1948, on n'a jamais vu une telle défiance de l'opinion publique israélienne, je le disais il y a un instant, vis-à-vis de son gouvernement. Donc politiquement, il est mort. Enfin, je veux dire, à court, moyen terme. Ça, c'est pour le jour d'après. Là, effectivement, si M. Biden est réélu, il tordra le bras au gouvernement israélien. C'est absolument certain. Mais d'abord, M. Biden n'est pas encore réélu. Ensuite, d'ici là, le gouvernement aura pu peut-être déjà chuter en Israël. Et pour ce qui concerne le soutien de manière générale, non, les États-Unis restent aux côtés d'Israël. C'est d'autant plus vrai, même en campagne électorale, c'est d'autant plus vrai qu'en face d'Israël, on n'a pas l'autorité palestinienne modérée, légale, légitime en droit international. On a le Hamas. Et le Hamas est un groupe considéré aux États-Unis comme dans l'ensemble de l'Occident comme un groupe terroriste. Mais j'ajoute, cerise sur le gâteau si vous le permettez, que les États arabes modérés, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc, considèrent aussi le Hamas comme un mouvement. Alors, officiellement, ils ne le considèrent pas comme terroriste. Encore qu'en Égypte, c'est plus compliqué avec les frères musulmans qui sont en prison. Mais c'est un groupe dont on essaye dont on se défie et dont on souhaite qu'Israël, finalement, nous en débarrasse. Alors, on ne le dit pas comme ça dans les pays arabes modérés, mais c'est fondamentalement ce qui se passe. Donc, vous voyez, du côté américain, le fait que l'ennemi ne soit pas l'autorité palestinienne, mais un groupe terroriste qui a perpétré un terrible pogrom le 7 octobre, fait que, de toute façon, quand même si à la gauche du Parti démocrate, vous avez effectivement des bisbilles avec Biden, fondamentalement, l'opinion américaine reste très proche d'Israël. Elle est encore possible, cette solution à deux États, selon vous, notamment si c'est Trump qui remporte les élections en novembre ? Si c'est Trump, c'est plus difficile, parce que d'abord, il est complètement imprévisible, ensuite, il est parfaitement incompétent et il cultive son incompétence. On l'a bien vu d'ailleurs avec c'est pas une attaque personnelle, on l'a bien vu il y a 4 ans de cela, lorsqu'il a proposé son fameux deal du siècle, qui était ni fait ni à faire. Et enfin, je pense fondamentalement qu'il ne mettra pas de moyens, d'énergie à régler cette question, parce qu'il s'en fiche et il ne sait pas où Israël se trouve sur une carte. Maintenant, si c'est Biden, oui, c'est d'autant plus possible que, je vous le dis, je crois tout à fait évident, le gouvernement israélien va chuter, au profit vraisemblablement, c'est ce que disent les sondages depuis le 7 octobre, d'une coalition de centre-gauche qui n'est pas hostile à la solution des deux États. Enfin, je considère que c'est de très loin, la moins mauvaise des solutions pour séparer enfin, de manière négociée, bien évidemment, et souveraine, deux peuples, puisqu'il y a effectivement deux peuples sur cette terre, et par conséquent, il faut deux États-nations. Qu'est-ce que vous pensez de la position de la France et de l'Union européenne dans ce conflit ? Est-ce qu'elles sont inaudibles ? Alors, moi, je ne pense pas qu'elle soit inaudible. Encore récemment, le Qatar a officiellement annoncé, alors la parole du Qatar vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, en tout cas, ça l'oblige, il le dit publiquement, il ne peut pas être ridiculisé, que c'est grâce à la France que les médicaments sont enfin arrivés 2 mois après quand même, à un certain nombre d'otages qui en avaient besoin dans la bande de Gaza. Bon. Donc la France soigne un certain nombre de Palestiniens blessés dans les bombardements israéliens et elle dispose de leviers importants. Nous avons de très bons rapports militaires avec l'Égypte, nous avons d'excellents rapports militaires puisque ce sont même des alliés stratégiques avec les Émirats arabes unis. Nous avons des chasseurs bombardiers prépositionnés en Jordanie. Alors j'invite vos téléspectateurs à prendre une carte de la région. Ce sont des États qui sont très fondamentaux autour du conflit israélo-palestinien. Et d'ailleurs, nous avons aussi de bons rapports, on l'a bien vu récemment, avec Israël, même si on n'est pas d'accord avec son gouvernement, et on a de bons rapports avec l'autorité palestinienne. Écoutez, si on met de côté les États-Unis, qui sont absolument irrattrapables. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Si on met de côté les États-Unis, personne n'est capable de me citer un État disposant à la fois de la volonté et des leviers permettant peut-être, je dis bien peut-être humblement, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Il n'y en a pas d'autre. On est derrière les Américains en termes de potentialité au Proche-Orient. Vous parlez des États-Unis. Est-ce que aussi bien le conflit en Ukraine que le conflit entre Israël et le Hamas voient leur issue dépendre de la présidentielle américaine ? Ah, pour beaucoup, oui. Ouais, je le crois. Enfin, je le crois et je le crains un peu, pour rien vous cacher. Je le crois parce que d'un côté, je le répète, on a une réelle
imprévisibilité doublée d'un isolationnisme de boutiquier, c'est-à-dire qu'en fait, M. Trump ne pense les relations internationales qu'à travers ce que ça peut rapporter ou coûter, mais enfin, pratiquement dans l'immédiat, hein, telle ou telle base, telle ou telle intervention. Bon. Et encore une fois, hein, quelqu'un de très, très imprévisible. Avec Joe Biden, pas du tout. On a très exactement le contraire. On a quelqu'un qui a une vista, une vision stratégique. Elle plaît ou elle plaît pas. Hein. On peut soutenir ou pas la politique américaine. Elle existe. Et puis, un quasi sans faute sur la question, sur le conflit en Ukraine depuis 2 ans. Au fond, même les diplomates russes le reconnaissent, hein, à leur corps défendant. Une position qui est quand même plutôt positive au Proche-Orient et une détermination très forte dans l'Indo-Pacifique qui fait comprendre aux Chinois qu'ils ne peuvent pas tout, qu'ils peuvent pas tout faire et n'importe quoi. Écoutez, aujourd'hui, les observateurs, les géopolitologues reconnaissent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique, qu'elle est tenue de manière très très intelligente par quelqu'un dont on oublie qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans la Commission Affaires étrangères du Sénat américain. Et un président américain ne fait pas de politique étrangère sans le Sénat. Et c'est pas tout. Ensuite, il a été pendant 8 ans derrière M. Obama comme vice-président. C'est un vieux renard de la géopolitique, M. Biden. Bon, alors, outre, bien sûr, ses absences physiologiques ou mémorielles, que sais-je encore. Mais vous voyez, donc, ça, oui, bien sûr, je pense que là, plusieurs conflits, et pas seulement ceux-là d'ailleurs, seront directement liés, bien sûr, oui, au nom du futur président des États-Unis. Est-ce que les Européens ont des inquiétudes à avoir en cas d'élection de Donald Trump ? Non seulement ils ont des inquiétudes, mais alors moi je pense que l'Europe puissance en faveur de laquelle je suis en tant que géopolitologue, mais également citoyen, l'Europe puissance doit absolument enfin commencer d'être pensée. Or la France finalement est le seul État ces dernières années à militer pour cette autonomie stratégique plus importante, pour cette Europe puissance. Et pourquoi on est seul ? Parce que jusqu'à présent, nos amis et petits camarades allemands, italiens, ceux du Benelux, alors les Britanniques étant un cas un peu à part, mais et l'Europe orientale étant de toute façon rivée et chevillée à Washington, mais enfin au moins en tout cas en Europe occidentale, nos petits camarades considéraient que finalement la situation n'était pas aussi grave que ça. Et puis vous avez eu l'invasion de l'Ukraine. Alors on a commencé à se demander dans quelle mesure. Oui, enfin sauf que ces gens-là ont continué à acheter exclusivement américain sur le plan militaire. Et puis aujourd'hui, patatras, nous avons un candidat à l'élection présidentielle, M. Trump, qui dit de toute façon si j'arrive au pouvoir, non seulement je vous aiderai pas, et puis j'inciterai les Russes à vous attaquer. Enfin, écoutez. Si maintenant, si les mois prochains, l'Europe ne prend pas conscience de sa vulnérabilité sans bâtir un destin commun, et un destin pas seulement économique, agricole, tout ça est tout à fait formidable, culturel, Erasmus c'est génial, mais face à M. Poutine ou à M. Xi Jinping peut-être demain, Erasmus franchement on s'en fiche. Donc si l'Europe ne va pas vers une forme de puissance, alors effectivement nous avons à craindre. Ça veut dire juste, Frédéric Ancel, que ces propos sur l'OTAN, vous les avez rappelés, hein, en gros si les alliés ne payent pas, les États-Unis les abandonnent. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas seulement des propos de campagne, c'est des propos qu'il faut vraiment prendre au sérieux, des menaces qui pourraient être mises à exécution? Bien sûr, c'est d'autant plus vrai que M. Trump avait déjà dit pendant l'exercice de sa présidence qu'il en avait vraiment assez, il tapait du poing sur la table. Et alors bon, il n'a finalement pas eu le temps de le faire, mais il voulait déjà casser l'OTAN pour remplacer l'OTAN, sans doute par le maintien peut-être de 2 grandes bases américaines en Europe orientale. Alors ça, bien sûr, les Polonais y étaient extrêmement favorables et on est très heureux pour eux. Seulement, ces bases, rien ne dit que du coup, elle pourrait permettre de déployer des forces si des États de l'Union européenne, y compris en Europe de l'Ouest, étaient éventuellement attaqués. Hein, donc encore une fois, bien sûr, il faut absolument prendre les âneries, les aberrations et les propos à l'emporte-pièce de M. Trump de manière extrêmement sérieuse, bien sûr. Une dernière question, Frédéric Ancel. Est-ce que la possible victoire de Donald Trump serait du pain béni pour les régimes autoritaires à travers le monde et marquerait un affaiblissement des démocraties ? Oui, absolument. D'abord, l'affaiblissement des démocraties, parce que M. Trump ne s'intéresse absolument pas aux droits de l'homme. C'est le moins qu'on puisse dire, et vous apprécierez mon sens de la litote. Donc ça, déjà, c'est un problème. Que la première puissance mondiale abandonne totalement tout type de pression sur des régimes, même les plus répressifs. Évidemment, c'est un problème. Et 2, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne gère les relations internationales qu'à travers ce que ça peut lui rapporter économiquement au sens le plus basique du terme. Autrement dit, si demain, un pouvoir très dictatorial permet aux yeux de M. Trump aux États-Unis
de glaner quelques contrats supplémentaires, il soutiendra ce régime, en affaiblissant donc par définition et par ailleurs les démocraties. Donc bien sûr, je vous réponds de manière malheureusement affirmative. Merci beaucoup, merci Frédéric Ancel. Merci pour votre analyse. Et on regarde votre livre, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, c'est chez Odile Jacob. Merci d'avoir été notre invité et à bientôt. On passe tout de suite au Club des Territoires.